La grande manœuvre. Un nouvel ordre mondial. Canada is watching net, Canada is watching net, David Conner. New York, année 1980. Vert doré, tapis rouge, plafond miroir, et un homme au bord du gouffre financier. Donald Trump, gros nom, grands immeubles, dette encore plus grande. Les banques américaines deviennent nerveuses. Les chiffres ne tiennent pas debout. La brillance commence à s'effacer. Et, tout à coup, le téléphone sonne moins souvent. Mais un autre argent, venu d'ailleurs, commence à circuler. Pas l'argent de l'Amérique ordinaire, mais des réseaux sortis de l'ombre de l'ancien bloc soviétique. Un argent qui ne se soucie pas de l'éthique, seulement de l'utilité. On n'a pas besoin d'imaginer des salles enfumées pour comprendre les faits. L'immobilier devient une laveuse mondiale. Tour après tour, deal après deal, la vanité de l'Ouest enveloppée par le pouvoir de l'Est. C'est là que les racines se plantent. C'est là que la grande manœuvre prend forme, la cupidité occidentale rencontre l'occasion autoritaire. Des décennies plus tard, le même homme, renfloué, encore et encore par de l'argent étranger et des flatteries étrangères, devient président des États-Unis. Et pendant un moment, le monde fait semblant que tout ça n'est qu'un accident. Quand Trump entre à la Maison-Blanche, on entend « Inquiète-toi pas ». Les institutions vont tenir. Les tribunaux, le Congrès, la presse, ils vont le garder en échec. Et, jusqu'à un certain point, c'est vrai. Des juges résistent. Des hauts fonctionnaires démissionnent. Des journalistes exposent des scandales. Mais pendant que les tweets et le chaos volent les manchettes, quelque chose de plus profond se passe. Le système est testé. Sondé. Mis à l'épreuve. Test de loyauté dans les agences de renseignement. Attaque contre les juges, traités comme des ennemis. Mots doux pour les hommes forts. Mépris assumé pour les alliés démocratiques. Ce n'est pas du hasard. C'est un schéma. Une expérience, jusqu'où peut-on plier une démocratie moderne sans la casser nette? Puis arrive une crise d'un siècle, un virus qui traverse la planète, des millions de vies en jeu. Et comment réagit le dirigeant de la démocratie la plus puissante du monde? Pas avec un leadership calme, stable et vrai. Avec le déni. Des messages contradictoires. Des clins d'œil à des théories. Une communication qui ressemble à de la propagande. On entend des réflexes d'autoritarisme, pas de santé publique, minimiser le danger, blâmer les autres, attaquer les experts, transformer la science en guerre culturelle. On ne sait pas tout sur les origines de la Covid, et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais on sait une chose, quand la crise frappe, la réaction au sommet ressemble au style de régime qui craignent la vérité plus qu'ils ne craignent les bilans de mort. Le message envoyé au monde est clair, si tu peux embrouiller assez de gens, si tu peux transformer la réalité en champ de bataille partisan, même une pandémie devient un accessoire politique. Les autoritaires regardent et prennent des notes. Et ensuite vient le 6 janvier. Le jour qui devait être plate, une formalité, un transfert pacifique du pouvoir, devient autre chose. Un mob alimenté par le mensonge d'une élection, volée, envahit le Capitole. Fenêtres fracassées. Bureaux saccagés. Une potence dehors. Des drapeaux confédérés, des symboles extrémistes, dans des corridors où on débattait de liberté et de loi. Ce n'était pas du tourisme. Ce n'était pas un malentendu. C'était une tentative de détourner le processus démocratique, en direct, devant les caméras. Pour chaque oligarque et chaque autocrate, à Moscou, à Pékin, ailleurs, la leçon est évidente, le système occidental peut être retourné contre lui-même. Pas toujours besoin de chars si on peut militariser la croyance. La grande manœuvre devient plus nette. Pendant que l'Amérique se déchire, la Russie passe à la phase suivante de son propre plan. Et ça n'a pas commencé en 2022. Ça commence en 2014 avec la prise de la Crimée. Ça continue avec une guerre d'usure dans le Donbass. Et en 2022, ça explose en invasion totale de l'Ukraine. Les prétextes changent, sécurité, protection des russophones, dénazification. Mais derrière les slogans, la réalité est simple, c'est une guerre d'empire et de vol. La Russie veut de la terre, des ressources, et le contrôle d'un voisin qui a osé choisir l'Europe, la démocratie et l'autodétermination. L'Ukraine refuse de s'agenouiller. Elle riposte fort. Kiev ne tombe pas en 3 jours. Les villes ukrainiennes ne plient pas. Les soldats tiennent la ligne. Les citoyens s'organisent. Et le monde voit une nation plus petite tenir tête à un envahisseur plus grand, avec courage et clarté. La Russie s'attendait à la peur. Elle obtient la résistance. Et encore une fois, les autoritaires s'adaptent. S'ils ne peuvent pas gagner proprement sur le terrain, ils vont essayer à la table avec des papiers, des clauses, des plans de paix. C'est là qu'entre le plan de paix en 28 points. En surface, ça sonne réfléchi, presque noble, non-agression, garantie de sécurité, reconstruction, tolérance, coopération. Mais quand on lit les détails, le masque tombe. Parlons clair. Ce plan plafonne l'armée ukrainienne, pendant que la machine de guerre russe reste intacte. Il verrouille l'Ukraine hors de l'OTAN de façon permanente, et il oblige même l'OTAN à promettre qu'elle ne l'admettra jamais. L'Ukraine est enfermée dans une zone grise,
trop faible pour dissuader la Russie, barrée de la seule alliance qui pourrait réellement la protéger. Et ensuite viennent les reconnaissances. La Crimée, Louhansk et Donetsk sont présentés comme des territoires de facto russes. Une terre prise par la force. Des expulsions, de la terreur, normalisées sur papier. Le plan gèle aussi des lignes de front dans certaines zones de Kherson et de Zaporizhia, accordant une reconnaissance de facto là aussi. Il force l'Ukraine à se retirer d'une partie du Donetsk, créant une zone tampon démilitarisée, que le document continue pourtant d'inscrire comme territoire russe. Imagine, on te dit de reculer de ta propre terre, puis de faire confiance à l'envahisseur pour ne pas revenir plus tard. Ça, ce n'est pas la paix. C'est un document de reddition, imprimé en police polie. Puis vient l'argent. Le plan réintègre la Russie dans l'économie mondiale. Il parle de lever des sanctions au cas par cas. Il évoque même un retour au G8, comme si être une démocratie n'avait plus d'importance. Et les avoirs russes gelés ? Voici la mécanique, une partie irait dans un fonds de reconstruction mené par les États-Unis, avec une part de profit pour les États-Unis. L'Europe ajouterait une autre enveloppe. Et le reste des fonds gelés serait canalisé dans des véhicules d'investissement conjoints, de façon à faire revenir l'argent russe par des structures amies. Résultat, une grosse coupe pour des intérêts puissants, et pour l'Ukraine, des conditions d'investissement au lieu de réparation propres, claires, inconditionnelles. Et ensuite, la phrase la plus obscène de toutes, l'amnistie totale. Toutes les parties recevraient une amnistie complète et accepteraient de ne faire aucune réclamation, de ne considérer aucune plainte dans le futur. En une seule phrase, on tente d'effacer des massacres, de la torture, des enfants déportés, des immeubles dynamités, des hôpitaux détruits, des attaques délibérées contre le réseau électrique, des années de terreur quotidienne. Plus de crimes de guerre. Plus de procès. Plus de justice. Juste des signatures, des contrats, du partage de profits. On appelle ça la paix, et on passe à autre chose. Alors, soyons honnêtes. Ce plan en 28 points n'est pas un plan de paix. C'est une récompense pour l'agression, un paquet financier pour les élites, une condamnation de la justice, et une bombe à retardement pour les guerres futures. La Russie obtient le territoire. L'entourage de Trump et ses partenaires obtiennent l'argent. L'Ukraine reçoit une feuille de papier. L'Europe reçoit la facture et le risque. Et les criminels de guerre obtiennent une ardoise vierge. Voilà le nouvel ordre mondial qu'on essaie de vous vendre. Prenons du recul. Regardons la géométrie du pouvoir. La Russie veut de la terre, des zones tampons et un Occident fracturé. La Chine veut une Amérique distraite, coincée dans ses crises, occupée à se chicaner, trop divisée pour se concentrer sur le Pacifique. Au milieu, il y a un politicien dont l'image et la survie ont longtemps été soutenues par des flux d'argent étrangers discutables, qui louange les dictateurs plus que les alliés, qui voit chaque crise comme une occasion de marque, de profit, de règlement de compte, et qui met maintenant de l'avant un plan qui transforme une terre volée en frontière légale, des actifs gelés en source de revenus, et des crimes de guerre en vieux malentendus. Appelez ça réalignement. Appelez ça multipolarité. Appelez ça nouvel ordre mondial. Peu importe le branding. La logique est simple, normaliser un monde où les chars redessinent les cartes, où la propagande réécrit la mémoire, et où la justice devient négociable si le prix est bon. Et pour sceller ça, il faut des complices en Occident, des politiciens prêts à signer, des élites d'affaires qui voient une opportunité au lieu de l'horreur, des écosystèmes médiatiques qui noient la vérité dans le bruit et l'indignation. Voilà la grande manœuvre. Ce serait rassurant de se dire, on enlève un homme, et tout revient à la normale. Mais les commentaires sous les vidéos, les rassemblements en Europe, le silence de certaines institutions, disent autre chose. Il y a une fracture. D'un côté, des Américains ordinaires, gênés, fâchés, qui appellent encore leurs sénateurs. Des Européens qui se sentent trahis, mais qui se lèvent quand même, ils envoient des armes, de l'aide, et ils disent, si Washington ne mène pas, on va le faire. Des Ukrainiens qui rechargent leur téléphone sur des batteries de voitures, qui filment dans le noir, qui vivent des pannes et des missiles, et qui disent, on ne cédera pas notre terre ni notre avenir. De l'autre, des leaders qui traitent la survie de l'Ukraine comme une transaction immobilière. Des négociateurs capables de regarder des fosses communes et de n'y voir que des complications à gérer. Des commentateurs qui appellent la reddition du pragmatisme et l'amnistie pour crimes de guerre un compromis nécessaire. Ça, c'est le vrai nouvel ordre mondial proposé. Pas et contre Ouest. Mais responsabilité contre mise en vente totale. Moi, Big Dev, de Canada is Watching Net, Canada is Watching Net, d'une petite montagne au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, je regarde ça se dérouler. Je n'ai pas de char. Je n'ai pas de milliards. Je n'ai pas de siège à une table de négociation. Mais j'ai une voix. Et toi aussi. On peut refuser d'appeler la reddition la paix. Refuser d'accepter l'amnistie pour meurtre de masse comme une note de bas de page d'affaires. Refuser de laisser n'importe quel leader échanger la sécurité à long terme et la justice contre du profit à court terme et des manchettes. On peut tenir la ligne rouge de l'Ukraine, notre terre n'est pas à vendre.
On peut pousser nos gouvernements au Canada, en Europe, aux États-Unis à soutenir l'Ukraine, pas juste en parole, mais avec des armes, de l'aide, de vraies garanties. Exiger que les tribunaux pour crimes de guerre fassent leur travail, peu importe qui trouve ça dérangeant. Le nouvel ordre mondial dont ils rêvent n'est pas inévitable. Il devient réel seulement si on se tait. Alors voici mon message, d'un Canadien sur une petite montagne, à tous ceux qui écoutent en Ukraine, en Amérique, en Europe, partout, la grande manœuvre, c'est ceci. Soit on accepte un monde où des dictateurs peuvent acheter le pardon et réécrire des frontières avec des bombes, soit on décide ici et maintenant que certaines lignes ne se franchissent pas, et que certains crimes ne se lavent pas. L'Ukraine a choisi son camp, avec le sang et le courage. La question, maintenant, est-ce que nous, on va choisir le nôtre? Slava Ukraini. Gloire aux héros. Et à chaque défenseur de la démocratie, dans chaque pays, restez éveillés. Restez bruyants. Et ne signez pas l'avenir. À ceux qui pensent que la justice n'est qu'une ligne comptable dans une entente en 28 points, ici, c'est Canada is Watching Net, Canada is Watching Net. Je suis David Connor. Et croyez-moi, on regarde.